Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 20 avril. Voici les titres. Deux anciens opposants unis pour faire barrage au Rassemblement national. Hier, Manuel Valls et Éric Woerth partageaient la même réunion publique au Murau. Les ex-ministres socialistes et LR appellent à voter Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Vendredi, c'est Édouard Philippe qui était à Louvciennes. Un chat tipi à Chanteloup-les-Vignes. Cette cabane installée depuis quelques semaines dans la ville accueille les chats sans abri. Un projet mené par la municipalité en partenariat avec deux associations. On dénombrerait en France près de 11 millions de chats errants. Et puis nous recevrons Laurent Thuillier à la fin de cette édition. Cet Yvelinois est devenu début avril champion du monde de bridge, une victoire obtenue comme capitaine de l'équipe de France mixte en Émilie-Romagne en Italie. L'occasion pour nous de découvrir ce jeu de cartes qui rassemble des millions d'adeptes. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent ce soir pour le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, la campagne s'intensifie. Deux députés des Yvelines ont invité ces derniers jours au Murau et à Louvciennes des personnalités politiques. L'objectif, défendre le programme du candidat Emmanuel Macron et faire barrage au Rassemblement national. Le reportage est de Céline Charles, Célia Gatsongo et Nicolas Dandry. La campagne s'accélère pour La République En Marche dans les Yvelines pendant cet entre-deux-tours de la présidentielle. À Louveciennes, c'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et le ministre délégué chargé des comptes publics Olivier Dussopt qui sont venus échanger sur le projet du président sortant Emmanuel Macron. Une réunion organisée par Marie Lebec, députée des Yvelines. J'ai souhaité que Édouard Philippe et Olivier Dussopt puissent venir faire une réunion conjointe parce que finalement c'est à la fois ce qu'on a voulu incarner, le dépassement du clivage, c'est aussi quelqu'un qui a mis en œuvre l'essentiel des réformes d'Emmanuel Macron et Olivier Dussopt qui a aussi porté les mesures de soutien aux entreprises. L'occasion de revenir sur de grands dossiers, retraite, jeunesse, politique sociale ou encore transition écologique. Leur objectif, aller chercher les abstentionnistes et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 3e place du classement au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il représente près de 20% des voix, donc c'est aussi légitime de se poser la question qu'est-ce qui a séduit cet électorat de Jean-Luc Mélenchon. Dans la circonscription, on a vu beaucoup de jeunes aller voter. On sait que c'est un public qui a été séduit par le discours de Jean-Luc Mélenchon, donc force à nous d'aller les convaincre. La carte de France des scores élevés Le Pen est la copie conforme de la carte de France des abstentions. Donc plus il y aura d'abstention, je pense, même si je ne suis pas un spécialiste, plus il y aura d'abstention, plus Le Pen fera un score élevé. On voit que rien n'est gagné, comme toute élection de toute façon, mais là encore moins que d'habitude. Les sondages sont très serrés, donc il faut absolument se mobiliser. Au Murau, ce sont la droite et la gauche qui sont venus dépasser leur clivage pour soutenir Emmanuel Macron. Manuel Valls, ancien socialiste, et Éric Woerth, ancien Les Républicains, ont animé une réunion publique mardi dernier. Cette ouverture qu'on prône, c'est la possibilité aussi de dire aux gens qui ne pensent pas tout à fait comme nous, qui n'ont pas du tout le même programme que nous, mais avec lesquels on peut se retrouver sur certains points, de travailler ensemble. Pas de dénaturer ce qu'ils pensent, c'est pas le but, mais sur certains points, une idée, quand elle est bonne d'où qu'elle vienne. Ça joue quand il y a autant d'abstention, autant de scepticisme, de questions qui se posent. Ça se joue aussi sur le terrain, donc il faut se mobiliser jusqu'à la dernière minute. Ça compte encore, les tractages, le porte-à-porte et évidemment les réunions publiques. Je soutiens Emmanuel Macron et je le dirai ce soir au Murau parce que je pense qu'on a besoin d'un président avec une expérience très forte. Même objectif, rallier les électeurs dans un terrain qui n'est pas conquis. Au Murau, Emmanuel Macron totalise 16% contre 60% pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut convaincre les abstentionnistes et les électeurs de gauche du premier tour qu'il n'y a pas d'autre choix que de voter Emmanuel Macron, mais qu'il ne faut pas le faire par défaut, il ne faut pas uniquement le faire contre Marine Le Pen et les idées d'extrême droite, mais il faut le faire aussi pour ce président de la République sortant. On a bien entendu les consignes de Jean-Luc Mélenchon, pas une voix pour Marine Le Pen. On sait que certains de ses électeurs ne vont pas suivre ces consignes malheureusement. Je pense qu'Emmanuel Macron, il représente en fait l'équilibre. L'équilibre entre si vous prenez la gauche, ouah, si vous prenez la droite, ouah, bah lui il est au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, il y a l'expression courante, la voie de la raison. La voie de la raison, c'est le milieu, forcément. C'est jamais les extrêmes. Des réunions importantes dans cette dernière ligne droite avant le second tour. Dans les Yvelines, les résultats de la ville de Versailles, qui compte le plus d'habitants, seront notamment scrutés au premier tour. Emmanuel Macron s'était classé largement en tête devant Éric Zemmour, deuxième. À quelques jours du deuxième tour, les Versaillais s'interrogent encore sur leur vote pour ce deuxième tour, entre satisfaction et inquiétude. Céline Charles. Au marché de Notre-Dame à Versailles ce dimanche, les discussions habituelles ont laissé place aux interrogations d'entre-deux tours.
Alors que dans les Yvelines, les deux vainqueurs du premier tour de la présidentielle sont Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, à Versailles, Éric Zemmour se classe deuxième avec plus de 18% des voix. C'est 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Il est intelligent, courageux et qu'il avait une contribution qui me paraissait très positive à la campagne. Il y a eu un bon travail de terrain et les équipes Zemmour avaient une bonne implantation dans Versailles. Les avis des habitants semblent contrastés. C'est une ville traditionnellement de droite, alors bon, Macron ne satisfaisait peut-être pas la majorité des gens, ils sont allés un peu vers les extrêmes. C'est une ville où je pense qu'il n'y a pas forcément de problème, mais il y a quand même une typologie de gens qui sont craintifs, qui ont peur d'eux, qui ont des idées un peu particulières, c'est bien connu. Vous savez bien que les Français ne votent pas pour, ils votent contre, donc il y a des gens qui détestent M. Macron à cause de sa politique sociétale. Zemmour appelle à des valeurs d'antan, d'un côté un peu traditionnaliste et réac. Les Versaillais se tournent maintenant vers l'avenir, mais une chose est sûre, à une semaine du second tour, le résultat n'est pas joué d'avance. Je vais voter Macron, parce que c'est le moins pire des deux. C'est contre Macron plus que pour Le Pen en fait. C'est le moment de changer, de voir ailleurs si c'est possible. Macron il n'a rien fait pendant 5 ans, donc on espère le changement tout simplement. J'irais peut-être voter Macron, mais vraiment sans conviction. Il faut chasser Macron et nous appelons à voter pour Marine Le Pen. Nous pensions que Macron représente un danger pour les libertés en France et qu'il a fait preuve d'incompétence dans un certain nombre de domaines. Un face-à-face identique aux élections présidentielles de 2017, mais qui pourrait cette fois-ci s'avérer plus serré entre les deux candidats. Réponse le 24 avril prochain. Dans l'actualité également, cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a suscité la polémique. Elle a été filmée lundi rue Fernand Léger à Sartrouville. Un contrôle de la BAC sur un point de deal vire à la scène de guerre. On y voit les policiers pris à partie, piégés et bloqués avant de réussir à s'échapper en voiture. Un individu crie « Tuez-les » ou encore « C'est la guerre » à plusieurs reprises. Un vélo est même jeté sous les roues de la voiture des agents. Des violences condamnées par le syndicat Alliance Police 78 qui demande plus de sévérité à la justice. Cette association est basée à Versailles. Elle agit depuis 25 ans au Cambodge. Son but, sauver les enfants chiffonniers de la misère et de la maltraitance. Pour un sourire d'enfant est en pleine tournée en France. Demain jeudi, une soirée projection rencontre est organisée à Saint-Germain-en-Laye. C'est à partir de 20h à l'espace Pierre Delanoë en présence de la fondatrice de l'association Marie-France Despalières. Elle sera accompagnée de Karuna, jeune fille sauvée par un sourire d'enfant. Comme elle, 6500 enfants sont accompagnés chaque année au Cambodge et 5500 sont aujourd'hui diplômés et insérés dans la vie active. Nous avions pu rencontrer Marie-France Despalières en novembre à l'occasion d'une dédicace. C'était donc au Vésinet et elle revenait justement sur cette aventure pour un sourire d'enfant débutée en 1996. Regardez. On ne peut pas laisser ça, il faut faire quelque chose. On a commencé petit à petit, un pas devant l'autre, sans savoir où on allait. Vous m'auriez dit, à cette époque-là, où on en serait aujourd'hui, je m'aurais dit, attendez, vous êtes fous. On a en fait essayé de répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils se présentaient, tout bêtement. Soirée projection avec l'association pour un sourire d'enfant. C'est demain, jeudi, à l'espace Pierre Delanoë à Saint-Germain-en-Laye. Début à 20h. L'entrée est libre, mais la réservation est conseillée. Plus d'informations sur le site internet de l'association. En France, on estime à environ 11 millions le nombre de chats errants. One Voice, qui lutte justement contre l'errance féline, a créé un partenariat sur le sujet avec la ville de Chanteloup-les-Vignes et l'association SOS Matou. Ensemble, ils ont mis à disposition des chats un chat-tipi, une sorte de cabane qui les abrite. La découverte avec Céline Charles. Le gîte et les couverts seront maintenant offerts aux chats de Chanteloup-les-Vignes. À quelques pas du chapiteau de la Compagnie des Contraires, un petit bâtiment aux allures de cabane de jardin trône depuis quelques semaines. À l'intérieur, un foyer pour chats errants. Ils sont nourris à l'extérieur, déjà dans un premier temps, que l'on voit ici, avec un système de récupération d'eau de pluie. Ils ont également une première petite cabane où ils peuvent s'abriter. Et puis ensuite, ils peuvent utiliser ce lieu avec l'intermédiaire de 2 trappes qui sont posées latéralement sur le chat-tipi. Ça les abrite pendant l'hiver, quand il fait froid, quand il y a de la pluie ou quand il y a trop de vent. C'est beaucoup plus agréable pour eux, comme pour n'importe quel animal, d'être à l'abri dans les intempéries. Ils en ont vraiment besoin parce que des fois on trouve des chats vraiment mal en point
qui a besoin de l'aide. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, vous avez ici à nouveau de la nourriture protégée. Donc on a de chaque côté. Et puis ils ont ici tout un tas de coussins, de lieux où ils peuvent être vraiment à l'abri et au chaud. Un équipement offert par One Voice, une association nationale qui lutte contre l'errance féline, et la municipalité de Chanteloup-les-Vignes. Il vient compléter les actions de l'association chantelouvaise SOS Matou. Créée il y a 1 an, une dizaine de personnes agissent au quotidien. On est là pour sauver les chats errants déjà, tout ce qui est chats, que ce soit errants ou même chats abandonnés, les stériliser, les identifier, à remettre sur le terrain ce qu'il y a et à faire adopter le reste quand c'est sociable. Ensuite, il y a le nourrissage. Un chat en bonne santé, bien nourri, sera en bonne santé. Donc il va développer moins de maladies. Donc ça, c'est le maillon dur, si vous voulez, qu'il faut vraiment mettre en place. Et là, vraiment, c'est le plus, donc on est ravis. Un peu de réconfort à défaut d'une famille pour ces chats abandonnés, notamment après le confinement où ces chatons nés dans la nature. Chanteloup-les-Vignes est la première ville des Yvelines à bénéficier de ce dispositif. Le sport, Maïva Amadouche va-t-elle prendre sa retraite à 32 ans? C'est ce qu'a laissé entendre la boxeuse de la team Faroudia Elancourt dans une story Instagram aujourd'hui disparue. Et décision qui aurait été prise après l'annulation de son prochain combat. Elle devait affronter la Belge Delphine Persoun en mai prochain à Dubaï, dans la même soirée que Floyd Mayweather, mais son adversaire a finalement refusé. Maïva Amadouche raccrocherait les gants après 7 titres de championne du monde des superplumes. Quelques déceptions également, notamment pour ses tout premiers JO à Tokyo l'été dernier, éliminée dès le premier combat, celle que l'on surnomme El Veneno. Le poison en espagnol reste tout de même l'un des plus beaux palmarès de la boxe française avec 24 combats, 22 victoires dont 18 par KO et seulement 2 défaites. Pour lui, la retraite est officielle. Le footballeur yvelinois Aurélien Collin a décidé de mettre un terme à sa carrière à 36 ans. Le défenseur a notamment remporté le championnat américain de la Major League Soccer et a joué avec des grands noms du football comme Thierry Henry ou encore Kaka. Mickaël Elmidoro l'a interrogé. Je pense que c'est le bon moment. Après beaucoup d'années, c'est le temps de garder mes crampons et de me concentrer sur une nouvelle page. Les 3 dernières années, j'ai beaucoup moins joué. J'étais beaucoup plus concentré sur aider, servir, former la jeunesse. Dans mon club à Philadelphie, c'était vraiment la philosophie, c'était aider les jeunes à jouer et à être performants et après à les vendre dans des bons clubs en Europe ou en Amérique centrale et du Sud. Et j'ai aidé mon club faire ça. Et donc petit à petit, je me rapprochais du monde d'entraîneur et je m'éloignais du monde des joueurs. Et donc là maintenant, j'ai pris ma retraite. Comme toujours, ma finale en 2013. Et on a gagné, on a été champion. Et ça a été le pic de ma carrière en 2013, oui. On a gagné, on a été champion des États-Unis et de donner ça à une équipe comme Kansas City qui était à l'époque une petite équipe, on a vraiment changé la perception des gens sur le Kansas. Je reviens, je rentre en Europe parce que je serai entre Paris et Madrid et c'est pour me former en tant qu'entraîneur et directeur national, directeur général, comme on dit là-bas, manager général. Et donc ça sera entre Madrid, Paris et Manchester. Et je veux vraiment étudier pour être prêt quand les bonnes opportunités vont arriver. La France, championne du monde de bridge, l'équipe de France mixte a remporté les mondiaux en Italie début avril du côté de Salsomaggiore en Émilie-Romagne. Victoire 199-163 en finale contre les États-Unis. Et parmi les membres de cette équipe, le capitaine qui est yvelinois, c'est Laurent Thuillet qui est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes également le directeur des compétitions du comité de bridge du Val-de-Seine, habitant de Villiers-Saint-Frédéric. Et je précise que c'est le 2e titre de champion du monde pour vous. Vous étiez également capitaine de l'équipe de France dames en 2015. Ça fait quoi d'être champion du monde ? C'est super parce que c'est ma passion, c'est mon métier. J'accompagne les équipes depuis un certain nombre d'années et remporter le titre suprême dans une carrière non seulement de joueur mais également de capitaine, c'est extraordinaire. La France, avant d'aborder cette compétition en mixte, était vue comme un favori. On pouvait dire c'est une Dream Team qui était en Italie. Oui, c'était la Dream Team, c'était les favoris. On a gagné les championnats d'Europe au mois d'août.
C'était la meilleure équipe déjà en France puisqu'elle avait gagné sa sélection contre d'autres équipes françaises, et vainqueur des championnats d'Europe. Et puis donc on partait avec une grosse envie de gagner, des statuts de favoris. Et qui a été du coup assumé ce statut. Oui, vraiment ils ont super bien joué parce que bon, le capitaine joue pas. Oui. Vous étiez capitaine non-joueur, oui, il faut le préciser. Non-joueur, voilà, donc il accompagne, il s'occupe un peu de toute l'infrastructure, des problèmes qui peuvent arriver et de gérer tout le quotidien. Et donc là, ils ont vraiment super bien joué et le titre plus que mérité. Qui sont les membres de cette équipe de France ? Alors, les membres de cette équipe de France sont Philippe et Bénédicte Cronier. Donc, c'est une équipe de 6 joueurs. Ces deux-là, ce sont les premiers et deuxièmes joueurs mondiaux au niveau des mixtes. Bénédicte est triple championne du monde déjà en dames. J'avais la chance de l'avoir dans l'équipe que j'avais capitainée. Philippe a eu de multiples titres de champion d'Europe, de champion de France, et c'est un des meilleurs enseignants qu'on a actuellement en France. L'autre paire, c'est donc, puisque ça se joue à 2, hein, oui. On joue à 4, 2 contre 2. Donc là, on a joué à chaque fois contre une autre équipe avec 2 joueurs dans une salle et 2 joueurs dans l'autre. L'autre paire, c'est une femme d'origine polonaise qui s'appelle Joanna Jozowska, qui joue avec Pierre Schmidt. C'est une des meilleures paires françaises. Et Joanna est également une des triples championnes du monde avec qui j'ai eu la chance d'accompagner dans un certain nombre d'épreuves. Et la troisième paire est constituée de Vanessa Ress, qui est en région parisienne maintenant, qui est paloise d'origine, qui est également triple championne du monde dames, puisqu'elle était également dans l'équipe. Et elle joue avec Lionel Seban, qui est non seulement un très très fort joueur, mais qui est sur beaucoup de plateaux télé, puisqu'il fait toutes les grandes émissions de jeux qui puissent exister à droite et à gauche. Et là, en ce moment, il est sur France 3 à Question pour un super champion. D'accord. Donc, si vous pouvez le suivre le samedi également. Le message est passé. Donc, il y avait, on l'a compris, la crème du bridge français dans cette équipe. Mais la compétition n'a tout de même pas été facile. Il y a notamment l'étape des quarts de finale, je crois, où vous avez pas mal souffert face à une équipe de Roumanie assez surprenante. Voilà, assez surprenante, mais qui avait déjà fait des résultats au dernier championnat du monde, puisqu'ils avaient fait une médaille de bronze. Et puis, en fait, on avait tellement d'avance, on avait beaucoup d'avance, qu'on s'est peut-être un peu laissé aller. Et on avait une 50aine de points d'avance avant le dernier quart-temps. Ça a un peu fondu à l'arrivée, mais il en restait assez quand même. Cette victoire, ça place la France comme nation numéro 1 du bridge ? En mix, c'est numéro 1, oui. En mix, quelles sont les grosses nations ? Les Américains contre qui on a joué en finale, qu'on a battu en finale. Les Chinois, malheureusement, qui n'étaient pas là. Malheureusement, pour des questions d'actualité politique et pire, en ce moment, les Russes n'étaient pas là. C'était les tenants du titre. Il y a les Italiens qui sont à très bon moment. Il y a beaucoup d'équipes en Europe et puis ça explose dans l'Europe du Nord, avec les Suédois, les Norvégiens, tout ça, c'est des très très grosses équipes. On précise que lors de ces mondiaux, l'équipe de France senior a également décroché la médaille de bronze. Les prochaines échéances, quelles sont-elles ? Dans 2 mois, championnat d'Europe à Madère. Donc on repart avec quasiment la même équipe, sauf un qui a dû quitter parce qu'il part en équipe open. Donc j'ai la chance de rejoindre l'équipe en tant que joueur cette fois-ci. En tant que joueur cette fois-ci. Donc il y aura un autre capitaine Il y aura un autre capitaine, okay, très bien. Alors on va apprendre aussi à mieux connaître ce jeu de cartes dont on parle tout à l'heure, le bridge. Vicente Mayen Santisteban s'est prêté au jeu de la rédaction de TV78. Il nous parle également de l'histoire de ce jeu. Regardez. Le bridge, c'est un peu l'arrière-petit-fils du tarot. Son histoire remonte en 1750, les jeux avec des atouts sont adaptés aux cartes ordinaires sous le nom de triomphe, triunfo en Espagne, trumpf en allemand, jusqu'à devenir le French Trump en Angleterre. Au fur et à mesure, le jeu évolue mais conserve une particularité, la présence d'une main visible sur le terrain, appelée le mort. On est à la fin du 19e siècle, plusieurs variantes existent, mais une va l'emporter sur les autres, le bridge contrat. Mais pourquoi ce nom, le bridge ? Eh bien tout simplement parce que to bridge signifie jeter un pot en anglais, c'est choisir d'enchérir sur l'atout ou laisser le choix à son partenaire de jeu, l'action de base pour lancer une partie. Le bridge se joue à 4 joueurs avec un paquet de 52 cartes. Chaque joueur représente un point cardinal et joue avec le joueur d'en face, nord avec sud, est avec ouest. Le but d'une partie, marquer le plus de points possible. Chacun possède 13 cartes qui leur donnent en couleur. Une fois les bases posées, on passe aux enchères. Il faut trouver le meilleur contrat réalisable à partir d'un minimum de 7 levées remportées sur les 13 possibles. Chacun son tour, il faut donner une enchère supérieure à la précédente ou passer la main. Dès que 3 joueurs passent consécutivement, la dernière équipe à enchérir commence avec le contrat. Une fois cette phase d'enchère terminée, on entame la partie sans oublier le mort. Le coéquipier du joueur devant remplir le contrat étale ses cartes face à lui et c'est son partenaire qui va lui dicter son choix à chaque tour. Pour chaque donne, c'est la plus grosse carte qui l'emporte.
Les joueurs sont obligés de mettre des cartes de la même couleur que la première carte jouée. Si on n'a pas la couleur, on place un atout ou n'importe quelle autre carte. Pour compter les points à la fin d'une donne, chaque joueur récupère sa carte et la place de façon verticale ou horizontale selon s'il a gagné ou perdu. On recommence la manœuvre 13 fois, à la fin on compte et on voit si le contrat a été rempli ou non. Et le bridge rassemble des millions d'adeptes dans le monde. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Laurent Thuillier, sa popularité? Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans le bridge? D'abord, il y a l'esprit compétition. Parce qu'on est rentré dans un jeu de cartes et il n'y a pas que le... Qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a pas que... C'est tellement... C'est la concentration, oui. L'esprit sportif, il y a tellement de points qui sont importants dans tout ça. C'est pas la belote, quoi. Oui. Voilà, il y a tellement de combinaisons possibles, tellement d'enjeux. Donc, comme ça a très bien été expliqué dans le reportage, il y a deux parties. Il y a une partie où on va faire un dialogue avec le partenaire contre deux adversaires, et puis après on va décider d'un contrat. Ensuite, on va essayer de gagner son contrat. Et les adversaires vont essayer de nous faire perdre le contrat. Donc tout ça, et c'est jamais la même chose. C'est surtout, il y a tellement de combinaisons. Il y a 6 milliards de mains possibles, donc c'est ça qui est passionnant, on apprend tout le temps. Et vous qui officiez dans les Yvelines, est-ce que c'est bien développé dans les Yvelines? Est-ce qu'il y a des bons joueurs, des bons clubs dans les Yvelines? Dans les Yvelines, on est le plus gros comité de France, donc on regroupe trois départements qui sont les Yvelines, la grosse partie, le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. Donc on n'est pas loin de 7000 licenciés sur les 100 000 de la fédération. Il y a beaucoup de grands joueurs. Parmi les 20 premiers, il y en a 7 ou 8 qui sont de la région. Donc on a des titres de champion du monde, des titres de champion d'Europe, des titres de champion de France dans les Yvelines. Donc oui, on est très bien représentés. On espère que ça va se poursuivre avec les championnats d'Europe, vous en parliez, qui vont se dérouler au Portugal dans quelques mois. Merci Laurent Thuillier d'avoir été avec nous. Je rappelle, capitaine de cette équipe de France mixte de bridge, tout fraîchement sacré, championne du monde. Bravo à vous et à votre équipe pour cette performance. Merci à vous. Cette information avant de vous laisser, une partie de la route nationale 12 sera fermée dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce en raison d'un exercice de sécurité civile qui se déroulera dans le tunnel de Chenevière au niveau de Jouarre-Pontchartrain. La fermeture sera effective de 22h30 jeudi à 4h du matin vendredi matin dans les deux sens de circulation entre Neaufeu-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric. Une déviation locale sera mise en place via la route départementale 912. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le 7-8 Société présenté par Mélanie Poquet. Le thème ce soir, les services des collectivités à votre porte. Belle soirée sur TV78.